Bonsoir et bienvenue au club Le Figaro Politique avec, pour cette avant-dernière édition avant la fin de la saison, 3 questions comme d'habitude. Alors une question, vous allez me dire, on la répète souvent, mais elle est à l'image de l'immobilisme de ce pays. François Bayrou peut-il échapper à la censure? Alors si c'est pas maintenant, ça sera peut-être à l'occasion du budget que la question se posera plus crûment. Bruno Retailleau qui a occupé la scène ce week-end, est-ce qu'avec lui, la droite peut espérer gagner l'élection présidentielle dans 2 ans, un peu moins de 2 ans même. Et puis, il a du mal à se faire entendre sur la scène intérieure, mais sur la scène extérieure, il y est très régulièrement. Le président de la République peut-il exister grâce à la politique étrangère? Ce sont les 3 questions que nous nous poserons avec nos invités ce soir. Avec Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, avec Jim Jarassé, qui dirige le service politique du Figaro, rédacteur en chef, avec Célestine Gentilhomme, qui travaille aussi au service politique du Figaro, et nous avons l'avantage de recevoir Arnaud Benedetti, politologue et patron de la revue politique, et qui va nous dire aussi un mot, il en faudrait plus d'ailleurs, à propos de l'écrivain Boualem Sansal, franco-algérien, qui est retenu dans les geôles algériennes et dont on attend demain la décision de la Cour d'appel, qui doit nous dire si la condamnation de 10 ans d'emprisonnement est confirmée ou pas. Et vous pouvez peut-être nous en dire un mot, parce que Arnaud, c'est vous qui pilotez, qui dirigez le comité de soutien de Boualem Sansal. Oui, parce que Boualem Sansal est membre de la revue politique et parlementaire depuis quelques années. Alors, celle qui dirige le comité de soutien, c'est Noël Lenoir, l'ancienne. Oui, il y a Noël Lenoir, ancienne membre du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, si vous voulez, on est dans une semaine décisive pour Boualem. Il n'a pas été condamné à 10 ans, il a été condamné en première instance à 5 ans. 5 ans. Ferme, mais par contre, en effet, l'appel a finalement... Le réquisitoire a requis 10 ans ferme à nouveau, comme il avait d'ailleurs, comme le procureur avait requis déjà 10 ans ferme en première instance. Écoutez, on est véritablement dans une situation où tout est possible. Et le régime algérien étant, comme tout régime arbitraire, extrêmement imprévisible, il faut s'attendre à tout, au pire, peut-être aussi, concernant le verdict, mais on l'espère au meilleur, quelques jours plus tard, puisque, en fait, il faut se souvenir que ce procès en appel intervient 3 jours avant la fête nationale algérienne, où traditionnellement le président algérien procède à un certain nombre de grâces. Donc nos regards sont tournés bien évidemment sur le verdict demain qui devrait tomber à 9h30 et évidemment ensuite 3 jours plus tard sur la décision du président Tebboune de gracier ou non Boualem Sansal. Et on évoque aussi, et on parle aussi de Christophe Glaise, ce journaliste qui travaille pour un journal qui s'appelle SoFoot en France et qui a fait un reportage sur une équipe en Kabylie et qui a été aussi, lui, arrêté sur place et qui, aujourd'hui, a été condamné hier à, je ne sais combien... 7 ans d'emprisonnement. Et dans une... Alors là, c'est aussi ubuesque de penser qu'on peut encore avoir des régimes aussi arbitraires sur notre planète. Alors là, c'est pas du tout arbitraire, c'est la vie politique française, quoique, sur François Bayrou. Donc là, il y a une motion de censure qui a été déposée pour demain, qui va être examinée demain. Et beaucoup disent qu'il ne sera pas censuré demain parce que le Parti Socialiste refuse... le Rassemblement National refuse de suivre le Parti Socialiste dans cette motion de censure, alors que toute la gauche risque de la voter. Mais en revanche, à l'occasion du budget, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Alors, Guillaume, il peut tenir longtemps comme ça, François Bayrou, ou, à votre avis, il aura encore une ruse pour échapper à la censure à l'automne? On ne voit pas comment il pourrait, en toute logique, échapper à cette censure, en tout cas, en toute logique politique. Parce que, autant sur ce sujet des retraites, le RN et les socialistes ne se sont pas mis d'accord, autant on le sait,
à l'époque de Michel Barnier, toutes les oppositions de gauche et de droite se sont coalisées contre le budget présenté par le gouvernement, et on ne voit pas pourquoi les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets, d'autant que la situation s'est encore aggravée entre 2024 et 2025, et donc le projet de loi de finances 2026, on le sait, sera extrêmement difficile. Il faut trouver 40 milliards d'euros, et ça suppose ou des dépenses en moins, auxquelles a priori la gauche n'adhérera pas, ou bien des prélèvements en plus, et le Rassemblement national a déjà dit que c'était pour lui un motif de censure. Donc, à mon avis, la seule façon pour François Bayrou de ne pas être censuré, c'est de ne rien faire. Alors on dira peut-être que ce ne serait pas la première fois, mais le problème c'est que là, il y a quand même des engagements de la France qui sont pris. Donc j'en viens à me dire, peut-être même qu'il faut souhaiter une censure, parce que ça voudra dire qu'au moins le sujet de la dépense publique a été pris à bras-le-corps. Oui, sauf qu'une censure, Célestine, c'est encore une plongée dans la crise politique. Peut-être d'ailleurs la seule issue, s'il y a censure une nouvelle fois, ça sera que le président de la République prononce une dissolution, ce qui ne saurait être certain, évidemment. Donc ça plongerait, effectivement. Il y a un confrère journaliste aux Échos et à l'Opinion qui a écrit un article de bon sens il y a quelques mois qui disait « Surtout ne rien faire ». Ouais, Éric Le Boucher. C'est sûr. Sur la censure, bon, ce qui est clair, c'est que personne ne va aller se battre pour François Bayrou, y compris chez les macronistes, où certains prient que d'une chose, c'est qu'il tombe. Ouais. Maintenant, je pense tout de même, effectivement, il va falloir être rusé pour s'en sortir. Je ne suis pas sûr qu'il va s'en sortir, mais quel est l'intérêt la fin du conclave, c'était un grand succès pour lui, donc oui. Il est quand même un spécialiste de l'enfarinage. Pourquoi quel est l'intérêt des uns et des autres d'aller faire tomber un François Bayrou? C'est ce que dit notamment François Hollande, qui a une formule assez cruelle, qui dit mais aux socialistes, vous avez un mauvais Premier ministre et vous voulez un bon Premier ministre. C'est-à-dire que François Bayrou fait de l'ombre à personne, personne ne prend au sérieux ses ambitions présidentielles. Donc finalement, est-ce que ça dérange tant que ça d'avoir quelqu'un qui est aujourd'hui le plus mauvais Premier ministre de la 5e quand on regarde les sondages, du moins il est jugé comme ça. Est-ce que l'intérêt c'est de mettre effectivement un Sébastien Lecornu qui en soi est apprécié de beaucoup et qui en plus manœuvre bien et plutôt bon, en tout cas à son poste? C'est toute la question et je pense que ce qu'on apprend en tout cas de cette motion de censure des socialistes, qui de toute façon va échouer, c'est que François Bayrou a perdu un de ses paris, qui était celui d'amadouer les socialistes pour ne pas se retrouver complètement à la merci du RN. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, et c'est encore le RN qui tient son avenir entre ses mains. Alors il est entre les mains du RN. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Célestine. Je pense que plus on se rapproche des échéances électorales que sont les élections municipales et évidemment l'élection présidentielle, moins l'instabilité politique sera bien vécue par les oppositions, notamment le PS et le Rassemblement national, qui sont les principales forces de décision en matière de censure. Pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin d'un cadre finalement assez stable, et bien justement pour préparer ces élections à venir, à commencer par le Rassemblement national. Il faut quand même se dire que si jamais il y a censure et potentielle dissolution, puisque Emmanuel Macron dans quelques jours va récupérer cette cartouche dans son fusil présidentiel, si on peut dire comme ça, eh bien Marine Le Pen pourrait ne plus être élue parce qu'elle est inéligible à l'Assemblée, puisqu'elle est inéligible. Donc ce serait assez compliqué à gérer pour le Rassemblement national. Deuxième cas de figure, potentiellement une victoire très large du Rassemblement national qui l'amènerait dans une forme de cohabitation. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement souhaitable pour le RN. Donc on va aussi rentrer dans des jeux stratégiques qui vont au-delà finalement du simple avenir politique de François Bayrou, qui semble relativement condamné à court terme, mais qui pourrait finalement être sauvé un peu de façon paradoxale par ces enjeux politiques de long terme. En 62, Pompidou avait été reconduit après une motion de censure. Tout à fait. On peut imaginer que François Bayrou soit reconduit finalement. Oui, si jamais le président de la République de renommer François Bayrou en la matière.
Mais si vous voulez, c'est vrai que moi je partage ce que dit Guillaume Roquette, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la dynamique des forces parlementaires et du jeu politique fait que, en effet, la durée de vie de François Bayrou, au regard de l'épreuve budgétaire, paraît quand même assez limitée, quels que soient d'ailleurs les calculs rationnels et les anticipations rationnelles des différents acteurs. Et j'entends en effet ce qui est dit sur le Rassemblement national. Il y a un vrai sujet sur le Rassemblement national. Le Rassemblement national, avant la condamnation de Marine Le Pen, aurait vraisemblablement, disons, joué la censure beaucoup plus confortablement qu'il ne la joue aujourd'hui, compte tenu de la situation qui est celle de Marine Le Pen. Donc ça, c'était quelque chose qui peut retenir le Rassemblement national, et on le voit d'ailleurs sur la question des retraites, parce que s'ils ont voulu évoluer sur la question des retraites, c'est bien évidemment parce qu'ils cherchent à rassurer un électorat qui est un électorat peut-être plus conservateur et moins en rupture que l'électorat traditionnel du Rassemblement national, mais c'est aussi parce qu'en arrière-fond, il y a cette question du sort judiciaire et du sort politique de Marine Le Pen. Mais la réalité, c'est que quand même, quand on regarde l'Assemblée nationale, et ça c'est, j'allais dire, un calcul arithmétique, vous prenez l'Assemblée nationale par n'importe quel bout, vous avez plus de 310 députés qui peuvent à tout moment faire tomber un gouvernement. La vérité, c'est que c'est pour la première fois sous la Ve République qu'on a un gouvernement qui est réellement minoritaire. Et donc, en effet, ça crée un facteur d'instabilité qui est presque structurel. Guillaume ? Oui, j'écoutais avec soin les arguments de Célestine et de Jim, mais c'est vrai que tactiquement, c'est pas forcément l'intérêt des oppositions, notamment du Rassemblement national, de voter la censure. Mais je pense quand même que politiquement, ils y seront contraints. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a des échéances politiques qui arrivent, les municipales l'année prochaine, puis des élections nationales en 2027. Et imaginez par exemple que le gouvernement revienne sur l'abattement fiscal dont bénéficient les retraités. Est-ce que le Rassemblement national peut dire « Bon, bah, finalement, c'est pas si grave, on va quand même sauver la peau de M. Bayrou ». Je pense que, même si c'est pas leur intérêt de court terme, la situation politique peut les y contraindre. Et c'est la même chose, imaginez qu'on fasse 5, 10, 15 milliards, on peut toujours rêver, d'économies sur la fonction publique. Pour les socialistes, leur électorat ne comprendrait pas qu'ils ne réagissent pas fortement. Oui. Les socialistes, s'ils votent la censure, y compris demain d'ailleurs, parce qu'il semblerait qu'une majorité d'entre eux la vote, ça les renvoie finalement dans le camp de Jean-Luc Mélenchon. Eux qui voulaient couper le cordon avec Jean-Luc Mélenchon, ça les remet dans l'orbite Mélenchon. Ce qui est certain, c'est que c'est déjà la défaite stratégique d'un François Hollande qui a plaidé pendant des mois pour la non-censure. Je pense aussi le contexte étant qu'il sort d'un congrès, Olivier Faure a besoin de se repositionner aussi, ou du moins de tenter de porter cette image de leader d'opposition, et que factuellement, ils se sont fait un peu enfumer par cette histoire de conclave. Donc même par ego, je veux dire, ils sont un peu contraints de censurer. Maintenant, c'est sûr que la donne ne risque pas vraiment de changer d'ici le budget, c'est-à-dire que s'ils censurent sur les retraites, ils vont forcément finir par censurer aussi sur le budget. Donc le divorce est plus que consumé entre François Bayrou. Oui, mais ça les renvoie quand même vers Jean-Luc Mélenchon. Oui, forcément, d'une manière ou d'une autre, mais après, ils sont obligés de censurer. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'obligation au-delà même du jeu politique à gauche. Compte tenu du résultat du conclave et des lignes rouges qu'ils avaient fixées, ils sont contraints de le faire, quitte à effectivement être envoyés avec les insoumis. Mais là-dessus, c'est plus, je trouve, une contrainte politique que réellement avancer main dans la main avec les insoumis. Alors Jim, qui est Sébastien Lecornu? C'est celui dont on parle le plus pour éventuellement remplacer François Bayrou. C'est en effet, on le dit... il est plus habile. Le favori du président... Difficile d'être plus habile que François Bayrou. Alors, je ne sais pas s'il est plus habile, en tout cas il est beaucoup plus discret que François Bayrou. C'est quelqu'un qui parle assez peu. Alors sa fonction de ministre des Armées l'oblige à une forme de discrétion médiatique. Les Français ne le connaissent pas très très bien. C'est quelqu'un qui vient de la droite, des Républicains, qui a toujours été apprécié depuis, qui est un ministre de longue date, qui est là depuis quasiment le début. Qui est là depuis quasiment 2017, qui connaît le Sénat, qui a un ancrage local, donc il a un peu plusieurs cordes à son arc. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'apporterait Sébastien Lecornu de plus par rapport à François Bayrou ? Je ne suis pas sûr qu'il apporte grand-chose de plus.
qu'est-ce que ça changerait par exemple vis-à-vis des socialistes? Est-ce que les socialistes seraient plus enclins à accorder un sursis à M. Cornu? Je ne crois pas, au contraire, il vient de la droite, il n'y a aucun signe qui laisserait penser qu'il pourrait bénéficier d'une forme de non-censure de la part des socialistes comme du RN. Donc honnêtement, je ne sais pas, si ce n'est pour assurer à Emmanuel Macron peut-être une fin de mandat un peu plus tranquille qu'avec François Bayrou, en tout cas avec quelqu'un qui... Parce qu'entre les deux hommes, ça ne se passe pas très bien. Disons qu'on sent qu'il y a une forme d'agacement qui est en train de monter du côté de l'Élysée face au procès en immobilisme qu'on peut faire vis-à-vis de François Bayrou. C'est vrai qu'il n'y a quand même pas beaucoup de choses qui avancent. Moi, je me souviens d'une interview qu'on a faite du Premier ministre quelques semaines après sa nomination, où il nous avait annoncé en grande pompe le lancement d'un grand débat sur qu'est-ce que être français. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Il a délégué ce débat au Conseil économique, social et environnemental. Il ne s'est absolument rien passé 6 mois après cette annonce. Et c'est en fait, c'était probablement le but recherché. Je crois que ça, en fait, au bout d'un moment, ça commence à se voir. Les Français le savent, et c'est ce qui explique en partie, pas totalement, mais en partie, l'impopularité absolument spectaculaire dont pâtit aujourd'hui François Bayrou. Il est à 14% dans le dernier baromètre Figmag. C'est le record absolu, pire que Jean-Marc Ayrault. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une vraie faiblesse politique. Mais la question, c'est est-ce qu'un autre pourrait faire mieux dans ce contexte d'instabilité qui était évoqué à l'instant? Je ne suis pas sûr. Ouais. Mais il peut très bien arriver demain aussi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, en disant mais moi je suis d'accord, j'accorde tout ce que vous me demandez sur la pénibilité à propos justement des retraites aussi, ce qui changerait un petit peu la donne peut-être. Oui, enfin, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour François Bayrou pour rebondir en l'occurrence. Le problème, c'est vrai, la vraie question, c'est de savoir, compte tenu de la situation, en effet, qui est celle du Parlement aujourd'hui, de l'Assemblée nationale, quel est le Premier ministre qui pourrait faire mieux que François Bayrou? Ça, c'est une difficulté. Donc, finalement, le Premier ministre, dans cette configuration, il est condamné soit à l'immobilisme, soit à l'instabilité. C'est un peu le dilemme de cette Assemblée nationale. Donc ça, c'était une difficulté. Il y a un autre paramètre dont je pense qu'il faut tenir compte, c'est aussi la position des LR. Parce que jusqu'à quand les LR sont susceptibles de rester dans un attelage gouvernemental qui, sur la durée, peut finalement les pénaliser? Donc ça sera quand même à suivre de près. Et je crois que c'est l'autre sujet qu'on abordera dans quelques instants. Merci pour la transition. Justement, on va parler de Bruno Retailleau et on va se mettre en bouche avec quelques-uns de ses propos tenus ce week-end à Paris. Mais nous sommes aussi de retour dans les esprits. Parce que nous sommes aujourd'hui au point d'équilibre des convictions des Français. Non, la France ne penche pas à gauche, la France pense à droite. Et nos convictions, nos idées, nos solutions, nos propositions trouvent désormais un écho majoritaire chez nos concitoyens, même lorsqu'ils ne sont pas ni nos adhérents, ni nos sympathisants. Voilà l'actif de ce que l'on a gagné. Voilà le défi que nous avons déjà remporté en quelques mois. Il dit vrai, Guillaume ? Oui, il dit vrai parce que la France n'a jamais été aussi à droite, mais c'est pas parce que les Français, en grand nombre, se reconnaissent dans les idées de droite qu'ils sont prêts à transformer cette adhésion en un vote pour les Républicains. C'est ça le fond du sujet. Sur les sujets dits régaliens, la sécurité, l'immigration, la lutte contre le communautarisme, honnêtement, il n'y a plus grand-chose de différent entre le Rassemblement national et les Républicains. Et d'ailleurs, vaille que vaille, ce qu'essaye de faire Bruno Retailleau, malgré l'absence de majorité, rencontre un écho plutôt favorable chez le RN. Mais pour autant, les électeurs du Rassemblement national, est-ce qu'ils sont prêts à changer de candidat pour l'élection présidentielle? C'est pas certain du tout. De la même façon, il y a une sorte de libéralisme raisonnable chez les LR qui est à peu près ce qu'on trouve chez les électeurs macronistes. Donc on peut dire que tout ça c'est la droite, sauf que ça ne se transforme pas pour l'instant en un vote d'adhésion. Le rapport il est presque du simple au triple entre les intentions de vote pour un Bruno Retailleau ou un autre candidat des Républicains à une élection présidentielle et le score, en tout cas les scores annoncés dans les sondages d'un candidat ou d'une candidate du RN. Il est
à l'abri, je dirais, dans sa famille politique d'un coup de Jarnac? Bon, je pense pour l'instant, oui. En tout cas, alors on a écrit un article ce week-end pour expliquer que un peu plus d'un mois après son élection à la tête des Républicains, il y avait toujours des tensions, surtout entre les entourages, entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Laurent Wauquiez qui n'a toujours pas abandonné ses ambitions présidentielles, mais de fait, aujourd'hui, Bruno Retailleau, avec cette large victoire, s'est imposé comme le candidat naturel de cette famille politique. Il a l'habitude de dire, Bruno Retailleau, on y va colline après colline, c'est son expression. Je crois que c'est assez bien vu de sa part. Il a franchi une première colline qui était la victoire à la tête des Républicains, mais il y a encore énormément de collines et même des sommets assez élevés. Un peu himalayesque pour lui, aussi. Pour parler comme François Bayrou, à franchir. D'abord, au niveau même du parti, s'imposer comme le candidat de cette force des Républicains par une primaire ou par un mode de désignation, avoir un programme présidentiel. Pour l'instant, les Républicains n'ont pas de projet et il y a encore beaucoup de points sur lesquels il y a des divergences. On l'a vu d'ailleurs récemment. Républicains. On l'a vu très récemment lors de votes à l'Assemblée sur le climat ou sur des votes économiques, régaliens, etc. Il y a plein de sujets sur lesquels les Républicains ne sont pas totalement clairs. Ensuite, il y a aussi la question des finances de campagne. Il va falloir que les Républicains se renflouent. Il y a 8 millions de dettes dans ce parti. C'est absolument colossal. On en parle très rarement, mais c'est important, ça va faire partie des chantiers de Bruno Retailleau. Et puis, il y a la question de sa rupture, c'était évoqué tout à l'heure, avec le macronisme et l'exécutif actuel. Il va falloir qu'il réussisse sa sortie dans l'atmosphère présidentielle. Ça se fera au moment du budget, ça se fera peut-être plus tard. Le mieux pour lui, c'est que ça se fasse vraiment dans la dernière ligne droite avant la présidentielle pour qu'il puisse vraiment être propulsé au moment où la campagne se lance. Mais le problème, c'est que c'est encore très long, il va encore falloir patienter 1 an. Et dernière chose, j'ai oublié, il y a aussi la question des municipales, ça va être un moment très important pour les Républicains, puisque ça va être un test grandeur nature, et de ce renouveau qui est symbolisé par l'arrivée de Bruno Retailleau à la tête des Républicains. Est-ce qu'ils vont être capables de conserver leur ville et même d'en gagner? Parce que il faut savoir qu'il n'y a que 2 villes LR de plus de 100 000 habitants, c'est Nîmes et Boulogne, je crois. Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt. Il y a énormément de choses à faire de ce point de vue-là au niveau des municipales, donc ça va faire partie des nombreux défis qui attendent Bruno Retailleau. Ils tiennent quand même 30% des villes de plus de 10 000 habitants, je crois. Mais ça va être un test, ça, avant la présidentielle Les élections municipales? Oui, si LR arrive à reconquérir un certain nombre de grandes villes, de grandes métropoles, ça sera de toute façon à mettre à l'actif de LR et surtout de son nouveau président. Mais ce n'est pas fait encore. Donc ça sera un vrai sujet. Moi, je pense qu'en effet, il y a 3 paramètres aujourd'hui qui limitent un peu la marge de progression pour l'instant de Bruno Retailleau, qui a plutôt réussi ces derniers mois. Le premier, c'est en effet, quand est-ce que le maintien au gouvernement lui coûte plus qu'il ne lui profite? Donc, quand il prend cette décision, moi je pense qu'il ne faut pas trop tarder parce que s'il le fait dans la dernière ligne droite, malgré tout, il y a un risque de démonétisation de sa propre offre politique. Le deuxième sujet, c'est que la marque LR, si vous voulez, autant Bruno Retailleau bénéficie d'une dynamique claire dans les études d'opinion, autant la marque LR est une marque qui reste aujourd'hui difficile à porter pour un candidat, parce qu'une grande partie de l'électorat de droite considère que LR ou l'UMP ont déjà été au pouvoir et qu'ils n'ont pas répondu aux promesses et aux attentes qui étaient les leurs. Et puis troisième point, et ça c'est vraiment le sujet par rapport au Rassemblement national, c'est est-ce que LR est capable aujourd'hui d'être un parti qui va être en mesure de ramener tout cet électorat populaire qui aujourd'hui vote de manière très forte et très dense en faveur du Rassemblement national. Donc ça c'est le troisième sujet, et ça, par rapport à ce défi sociologique, il y a encore un gros travail à effectuer du côté de Bruno Retailleau et de LR, mais je pense qu'il en est tout à fait conscient. Oui, alors ça c'est le gros travail, c'est de ramener à LR des électeurs qui étaient partis du côté de Macron, des électeurs qui sont partis du côté du Rassemblement national, mais le macronisme est terminé. Même si y en a certains qui vont peut-être essayer de le faire survivre. Et puis, la situation n'est pas très claire quand même au Rassemblement national aujourd'hui. Je ne sais pas si pour beaucoup d'électeurs c'est la même chose d'avoir Bardella ou Marine Le Pen.
C'est tout le dilemme stratégique auquel sera confronté tôt ou tard Bruno Retailleau. Le même dilemme qu'avait Valérie Pécresse à l'époque, c'est-à-dire sur quel plate-bande il investit, c'est-à-dire est-ce qu'il va marcher sur celle d'un Édouard Philippe qui en soi est un peu indéboulonnable puisqu'il est en campagne depuis plus d'1 an, donc c'est un peu compliqué d'aller le déboulonner, et de l'autre, est-ce qu'il va marcher sur les plates-bandes du RN, et en même temps c'est un électorat qui est tellement fidélisé à la marque RN d'une part, mais aussi à Jordan Bardella et à Marine Le Pen, que j'ai du mal à voir personnellement l'espace politique qui reste pour un Bruno Retailleau. S'il va du côté d'Édouard Philippe, effectivement, il ne reste pas grand-chose non plus. C'est le pari qu'avait fait un petit peu Valérie Pécresse, qui avait essayé de marcher sur les plates-bandes d'Emmanuel Macron. On voit le score que ça a fait. S'il va du côté du RN, ça paraît aussi compliqué, parce qu'il y a plein de sujets, notamment effectivement sur les catégories populaires, où Bruno Retailleau, je ne suis pas sûre que cette droite vendéenne réussisse à parler à ces gens-là. Donc il est un petit peu coincé, là où je suis d'accord. Vous voulez dire qu'il a un profil qui est trop propre, conservateur, peut-être. La droite Trocadéro, comme on dit. Oui, peut-être. Je pense qu'effectivement, la question, ce sera sur les questions sociétales aussi, sur lesquelles il s'exprime peu, et c'est bien normal puisqu'il a un poste régalien et qu'il est à Beauvau, mais est-ce que ces convictions sociétales seront en phase avec celles notamment d'un électorat plus populaire qui vote RN? C'est toute la question. Donc, ça me semble un peu compliqué. Il n'empêche, effectivement, il a des scores de popularité assez élevés. Il faut savoir si maintenant ça peut se traduire en potentiel électoral. Alors Guillaume, il y a un test qui peut-être va arriver assez prochainement, c'est à travers Rachida Dati. Parce que Rachida Dati, si elle est candidate à la mairie de Paris, ce qui est probable, ce qui est possible. En tout cas, elle en a envie. Voilà. Alors, elle sera candidate sous quelle étiquette ? Est-ce que ça ne peut pas être une cause de divorce entre la majorité présidentielle, enfin la majorité, le camp présidentiel, auquel elle participe finalement, et puis les Républicains ? Tout dépend si... D'abord, je pense que ça dépend de 2 éléments. Le premier, c'est est-ce que Emmanuel Macron va lui donner en quelque sorte l'investiture du camp macroniste pour qu'il y ait une candidate unique venant de LR et adoubée par comment ça s'appelle, le bloc central, c'est ça? Bloc central. J'arrive jamais à retenir, parce que comme ça, il y a un nouveau concept tous les 3 mois, on va dire les macronistes, quoi. Donc, il y a ça, et puis aussi, si les LR sont d'accord. Moi, je pense que la situation parisienne est tellement spécifique, et la personnalité de Rachida Dati est tellement particulière que ça ne fera pas forcément jurisprudence, quoi qu'il arrive. Vous voyez, c'est-à-dire que Paris, c'est un cas en soi, et que donc, il peut y avoir là une sorte d'accord, sachant que la priorité, ce serait, compte tenu de la dimension symbolique de la capitale, de reprendre la ville à la gauche, et que pour ça, Bruno Retailleau pourrait faire un accroc à sa politique d'indépendance et d'autonomie qu'il met en avant par ailleurs, ce en quoi il a raison. Le danger, ce serait de se rapprocher trop des macronistes, et je trouve que l'intelligence qu'il a aujourd'hui, c'est de dire « je participe à ce gouvernement parce que je suis un homme responsable, mais pour autant, je ne me confonds pas avec ce qu'est la ligne du président. » Mais cela dit, je me permets, il a ce week-end au Conseil national des Républicains théorisé des alliances au cas par cas pour les municipales avec les macronistes, parce que, dit-il, l'ennemi commun et principal, c'est la gauche, et notamment LFI, qui est à la conquête sur beaucoup de grandes villes. C'était les écologistes lors des dernières municipales. Ça va être les insoumis pour la prochaine municipale. Il y a des sondages qui sont très impressionnant du côté de Marseille, du côté d'un certain nombre de grandes villes. Les insoumis font des bons scores. Les insoumis. Et donc là, il y a un danger qui est identifié de la part de Bruno Retailleau qui dit mieux vaut s'allier avec les macronistes pour éviter le péril insoumis, mais en interne, il va évidemment y avoir des voix qui vont s'élever, à commencer par celle peut-être de Laurent Wauquiez, qui vont dire mais jamais d'alliance avec les macronistes, a déjà dit, parce que ça peut dessiner et affaiblir la droite, dessiner de futures alliances pour la présidentielle et affaiblir la droite. Donc ça va être une partie compliquée à jouer quand même pour Bruno Retailleau, ces élections, d'où l'intérêt de faire des résultats probants à l'issue de ce scrutin pour pouvoir montrer que sa stratégie était la bonne. Ça va être intéressant à ce point de vue, les municipales. Alors, ça va être le tour de chauffe avant la présidentielle, mais on voit bien qu'à droite et à gauche,
En dépit des promesses qui ont pu être faites cet hiver notamment, il y aura des alliances quand même, et que ces alliances, c'est pas pour ça qu'elles prédisent ou qu'elles anticipent ce qui va se passer à la présidentielle. Hein. Oui, alors les municipales... Parce qu'à gauche, c'est pareil. Hein. Enfin, les municipales sont une élection en plus très spécifique par rapport à d'autres élections nationales, avec des enjeux qui sont des enjeux locaux, avec des cultures politiques parfois dans les villes qui sont différentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la stratégie de Retailleau, c'est la stratégie qui explique finalement le fait que les LR aient décidé de rentrer dans un gouvernement avec des macronistes pour faire barrage à la gauche, et à la gauche radicalisée, la gauche LFI. Donc là, la stratégie de Retailleau, j'allais dire, sur le municipal, elle est conforme finalement à la stratégie qui est la sienne de participation au gouvernement. La question est de savoir après l'efficacité de cette stratégie. En effet, si il peut exciper un certain nombre de gains, là en l'occurrence, il aura franchi un pas supplémentaire, une colline supplémentaire, comme vous le dites, mais si, in fine, il y a échec dans un certain nombre de villes, imaginons que la droite, LR, ne soit pas en mesure de reconquérir un certain nombre de grandes métropoles, là, en effet, la stratégie aura d'une certaine manière échoué. Donc, je crois qu'en effet, ces municipales sont importantes, mais comme vous le dites très justement, elles ne prédisent en rien de ce qui se passera quelques mois plus tard au présidentiel, d'autant plus que maintenant vous avez deux scènes politiques. Vous voyez bien que la scène locale ne correspond pas forcément à la scène nationale. Les grandes marques politiques aujourd'hui sont des marques qui sont fortes nationalement, mais qui sont parfois plus faibles localement, et les marques qui sont fortes localement, comme les LR ou les anciens partis de gouvernement comme le PS, sont moins fortes nationalement. C'est vrai. Célestine a un mot encore sur... Je suis d'accord là-dessus, puisqu'il faut se souvenir du grand chelem des Verts qui n'avait pas du tout auguré un bon score de Yannick Jadot à la présidentielle. Donc effectivement, c'est toujours le risque de tirer des leçons nationales d'un scrutin qui parfois répond surtout à des enjeux locaux. Il n'empêche, je pense qu'il y aura une tentation de tous les partis de nationaliser ce scrutin, y compris le RN, LR et tous ceux qui veulent un peu montrer les muscles. Alors, le président de la République, on en parle de moins en moins, du président de la République, on parle beaucoup de François Bayrou, mais Emmanuel Macron, si, on le voit quand il y a des grands sommets, des sommets internationaux, on l'a encore vu récemment à La Haye, on l'a vu aussi au téléphone avec certains grands responsables internationaux. Est-ce que cette politique étrangère qu'il essaye de mener, peut entretenir son image? Il y en a un qui a une opinion là-dessus. Comme sur le conflit entre Israël et Gaza. Dans un premier temps, on est dans un soutien à Israël, puis quelques jours plus tard, on se rend compte que peut-être ce soutien ne peut pas être inconditionnel et qu'il faut en revenir au droit international. Et donc je regrette la position de la France parce qu'elle est floue et que, comme elle est floue, elle ne porte pas, elle ne pèse pas, elle ne permet rien. Alors Jim, la France ne pèse plus ? Honnêtement, je trouve que c'est un peu facile de la part de Olivier Faure d'avoir cet argument-là. Quand on regarde la position du PS, elle n'est pas beaucoup plus claire sur le Proche-Orient. Je crois savoir qu'au moment du 7 octobre, ils s'étaient certes différenciés de LFI et étaient dans une forme de soutien vis-à-vis d'Israël. Ils ont ensuite très rapidement appelé un cessez-le-feu. Il y a eu des variations qui sont aussi des variations liées à l'évolution de la guerre. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est vrai que il y a quand même un problème de boussole diplomatique chez Emmanuel Macron aujourd'hui. On a du mal à y voir très clair sur l'ensemble de son cap diplomatique, voir quel est l'objectif de ce président de la République. Qui, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous disiez on ne le voit plus. Moi, je trouve qu'on le voit quand même énormément tous les jours à aller à New York. Sur la scène internationale. Pardon, sur la scène internationale, on le voit énormément. Et il y a justement un contraste monumental entre son activisme et les résultats concrets qui sont en fait absolument proches du néant sur ces dossiers-là. Alors c'est très compliqué. On est face à des nouveaux empires, pour reprendre des formules qu'on utilise aujourd'hui. Trump, les Chinois, Netanyahou, la Russie, etc. C'est pas notre culture. Notre culture, c'est la diplomatie, la culture européenne, c'est la diplomatie, mais comment faire entendre une diplomatie aujourd'hui au moment où les armes parlent? C'est très compliqué, et c'est compliqué aussi pour nos partenaires européens. Donc Emmanuel Macron, il a voulu investir cette scène-là. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on doit le critiquer pour cela? Je ne crois pas, mais en tout cas, on doit constater pour l'instant la faiblesse finalement de la voix française sur la scène internationale. C'est la politique du zigzag, Guillaume? Ah oui, elle est totalement illisible.
Regardez la dernière séquence, l'intervention américaine en Iran. Oui. Le président de la République a commencé par dire que c'était une mauvaise idée. Après ça, c'était le silence radio. Maintenant, il appelle le président iranien pour essayer de le rendre raisonnable et de le ramener à la négociation. Je pense que ça relève plus de la gesticulation que de la diplomatie. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de position claire. L'exemple le plus flagrant, c'est bien sûr celui du soutien ou non à Israël, qui est une espèce de... Alors, on peut dire que c'est très intelligent, on peut dire que c'est très subtil, tout ça, on n'en doute pas. Mais il y a une lisibilité qui est proche du néant. Or, à mon avis, si vous voulez vous servir de la scène internationale pour exister politiquement, il faut que vous soyez compréhensible. Et là, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'avait fait Mitterrand. Ouais. Voilà, et puis il y a un second sujet, c'est que la France ne pèse pas. Et ça, c'est pas de la faute, enfin, si, c'est de la faute du président de la République. S'il n'avait pas augmenté de 1 000 milliards d'euros la dette française, ça serait allé mieux. Et s'il y avait une majorité à l'Assemblée, ça irait mieux aussi, sans doute. Mais quoi qu'il fasse, de toute façon, on nous écoute poliment. Parce que, et encore, avec M. Trump, pas toujours. Mais vous avez vu ce qu'a dit Donald Trump. Emmanuel Macron, il se trompe tout le temps. Enfin, il le dit publiquement. Et de toute façon, qu'est-ce que pèse un pays qui est dans une situation financière aussi dégradée? On sait que par exemple, il faut faire un effort européen sur le réarmement, mais qu'est-ce qu'on pèse, quoi? Les Allemands sont dans une position qui est plus favorable. Alors, on a évidemment nos arguments traditionnels, notre siège au Conseil de sécurité, notre dissuasion nucléaire, mais il n'empêche qu'on est quand même très très affaibli. Et je pense que Emmanuel Macron contribue à cet affaiblissement en faisant trop. Il s'imagine qu'en se démultipliant sur tous les conflits de la planète, il va trouver un endroit où il sera écouté, et je pense que c'est le contraire. Il s'agite trop, C'est-à-dire que c'est la seule ressource institutionnelle aujourd'hui qui lui reste pour exister un peu sur la scène politique nationale aussi, les affaires étrangères. Après, le problème, c'est que il prêche un peu dans le désert, mais on ne sait pas trop ce qu'il prêche. C'est un peu une politique diplomatique au fil de l'eau. D'ailleurs, depuis le début, depuis finalement 2017, sur des tas de dossiers, il a beaucoup et très souvent changé de pied. Là, le résultat, c'est que après maintenant 8 années au pouvoir, ce que l'on peut constater, pour toutes les raisons que Guillaume a décrites, c'est un affaiblissement de la France sur la scène internationale. Je ne prendrai qu'un exemple, celui de l'Afrique, où on voit bien qu'aujourd'hui, les positions françaises sont particulièrement en difficulté dans bien des pays. Donc, en effet, il essaye, mais on a ce prisme, nous, Français, en effet, puisqu'on le voit à l'étranger, on le voit s'agiter, on le voit, en effet, être en apparence très actif. La réalité, c'est que le retour, il suffit de voir et de lire un peu la presse internationale pour voir, bien évidemment, que la perception de l'étranger n'est évidemment pas la même que celle que l'on peut avoir en France. Alors, il y a peut-être un sujet sur lequel, quand même, il a une certaine constance, c'est celui de l'Europe. Oui, c'est vrai. Pour reprendre ce qui a été dit, je pense que pour résumer, c'est vraiment le en même temps diplomatique qui brouille absolument tout le message. Oui. Et effectivement, sur le terrain européen, c'est aujourd'hui, quand on regarde les autres dirigeants, c'est le plus ancien. Les autres sont partis, donc effectivement, il a cette position crédible d'être là avant lui depuis que Angela Merkel est partie. Lui a souvent martelé cette idée de souveraineté européenne. Je me souviens, il y a quelques mois, les macronistes criaient en disant « mais on a eu raison avant tout le monde ». Puisqu'il y a eu cette grande question de souveraineté européenne sur le réarmement, soit... n'empêche, je trouve qu'il apparaît complètement dépassé par les nouvelles figures émergentes en Europe, notamment une figure comme Giorgia Meloni, où en fait Emmanuel Macron, il apparaît complètement à la traîne. Et ceci dit, il n'a pas d'autre choix, effectivement, que d'investir ce terrain de l'international. Il est condamné à jouer que ce rôle de président. Et la dernière fois où il a tenté de revenir sur la scène nationale, c'est quand il a fait cette grande émission sur France 2, dont on avait l'impression qu'il défendait un bilan et que c'était un homme plutôt en fin de règne qu'un président en l'état. Même chez ses proches, on se disait il n'a pas trop intérêt à retourner sur cette scène nationale parce qu'il n'y a que des coups à prendre. Et François Bayrou le fait très bien pour prendre les coups. Donc, est-ce qu'il arrivera justement à redorer un petit peu cette popularité et d'être moins impopulaire que François Hollande? C'est difficile et en même temps, sa popularité a souvent été boostée par l'international. C'est rarement pour des politiques nationales qu'il a été plébiscité par les Français. Et la campagne de 2022 s'était jouée là-dessus aussi, donc à voir aussi.
Oui. Après, oui. J'ai presque envie de défendre Emmanuel Macron parce qu'on est tous relativement sévères. Oui. On va dire qu'il a une circonstance atténuante. C'est que la diplomatie française, elle a toujours été assise sur des principes. Or, les principes qui sont ceux de la France, le multilatéralisme, le droit international, ne sont pas vraiment de saison. En ce moment, ils ne sont pas de saison. C'est plutôt les brutes qui sont au pouvoir, en tout cas des chefs d'État et de gouvernement qui appliquent une politique qui est la politique de la force. C'est évidemment le cas de la Russie en Ukraine, c'est le cas d'Israël et c'est le cas de Donald Trump qui est entré dans la danse en bombardant l'Iran. Et nous, on n'a pas la grammaire de ça, ça veut dire on n'a pas les outils. Donc c'est vrai que c'est pas simple et ça, objectivement, ça n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron. Il y a d'ailleurs des tensions en interne à l'Élysée assez fortes. Le Sherpa d'Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, a failli quitter l'Élysée parce qu'il estimait ne plus avoir suffisamment la main sur les dossiers diplomatiques par rapport aux armées, à la défense qui justement essayent d'imposer leur plan sur un certain nombre de dossiers vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Donc il y a un vrai schisme qui est en train de se jouer en ce moment. Et pour revenir sur ce que disait Célestine sur l'Europe, je crois que c'est peut-être le plus grave en fait ce qui est en train de se passer, parce que la France au niveau international n'est plus une voix aussi importante qu'avant, malheureusement on le sait depuis déjà un certain nombre d'années. Ce qui est nouveau, c'est que la France ait perdu son influence au niveau européen. Il suffit de prendre deux exemples. Sur l'Ukraine, la tentative d'Emmanuel Macron de constituer une coalition des volontaires pour tenter, après un éventuel cessez-le-feu, d'aller assurer la paix en Ukraine. Ça a été un échec absolument dramatique, notamment avec les Anglais et Keir Starmer qui venait d'être élu. Et deuxième chose, ça revient d'actualité cette semaine, c'est le Mercosur. Emmanuel Macron essaye de monter un front européen contre le Mercosur. Il pensait bénéficier du soutien de Giorgia Meloni sur le sujet, et on vient d'apprendre ce week-end que Giorgia Meloni n'allait pas soutenir être contre le Mercosur. Donc là, Emmanuel Macron à nouveau est tout seul dans cette Union européenne. Et c'est vraiment la démonstration que de l'isolement de la France dans ce qui était son jardin européen. Oui, tout à fait. Écoutez, on va voir s'il se maintient encore jusqu'à 2027, mais enfin bon, il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas la barre. Il y a quand même un sujet, je reviens au premier thème, mais on ne voit pas comment François Bayrou va pouvoir faire passer son budget, on ne voit pas qui pourrait le remplacer. Il y a un moment où la question va se poser. C'est la liberté du président de la République de savoir si, oui ou non, il démissionne, mais objectivement, la perspective, elle n'est pas complètement abstraite aujourd'hui. Oui, parce qu'il peut y avoir un blocage des institutions. Exactement. Alors, on va passer au coup de cœur et au coup de griffe. On commence par les coups de griffe, chacun d'entre vous, et après, votre coup de cœur. Alors, Célestine. Mon coup de griffe, c'est une image qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux de l'Assemblée nationale qui prend l'eau la semaine dernière lors des intempéries. Effectivement, avec François Bayrou qui se rend compte que quelques gouttes d'eau viennent de tomber sur sa... Alors que le toit vient d'être fait, non ? Oui. Donc, je trouve que, d'une part, c'est marrant, mais ça en dit long sur l'état de l'Assemblée nationale, tant le bâtiment que... Et de la France qui prend l'eau, en fait. Exactement, je trouvais ça quand même assez dingue. Alors, il y a un sujet qui va faire polémique très vite, et le Figaro va s'en faire l'écho dès ce soir sur le web et demain c'est qu'ils vont construire un pavillon pour l'accueil des visiteurs juste à côté du temple, en fait. Et ça va quand même relativement défigurer l'endroit. Oui, donc, ça continue, voilà. Et le coup de cœur ? Le coup de cœur, je ne suis pas très favorable souvent aux mesures liberticides, mais là je dois reconnaître que l'interdiction de fumer dans les parcs me semble pas une mauvaise idée, sur la plage et sous les abribus. C'est sûr que c'est toujours embêtant pour les fumeurs de sentir qu'on est stigmatisé ou autre, mais quand il y a des enfants autour, quand on est dans la nature et quand je vois le nombre de mégots en fait qui restent par terre, c'est pas une mauvaise chose. Et je conseille aux fumeurs de ne pas le faire parce que j'ai entendu le prix de l'amende. Combien ? C'est cher. 135 €. 135 €. Oui, mais jusqu'à 750 € aussi. Donc, pas fumeuse ? Plus. Plus fumeuse, d'accord. Cigarette électronique. Exactement. Jim ?
Alors, mon coup de cœur. Votre coup de griffe. Coup de griffe. Alors, c'est Gérald Darmanin que j'ai écouté ce matin dans une radio et qui voulait transformer les EHPAD qui allaient fermer en prison. Donc alors ça, c'est vraiment symbolique de la... En changeant les occupants. En transformant l'EHPAD. Non, bien sûr. Et alors, pour moi, c'est vraiment le symbole de la mauvaise idée en politique. C'est-à-dire qu'on prend déjà quelque chose dont on n'a pas suffisamment, c'est-à-dire des EHPAD, et on se dit qu'on peut les transformer en prison. Alors que ça fait, je pense, plus de 30 ans qu'on parle de surpopulation carcérale, c'est devenu un sujet absolument majeur. Il y a plus de 150% d'occupation dans les prisons. Il faut aller voir à Fresnes. Il faut se rendre compte de ce que c'est la prison de Fresnes. C'est absolument dramatique. Ce n'est pas digne de notre pays. Et on ne fait rien, en fait. Parce que, je veux dire, si on était une puissance suffisamment importante pour prendre ce sujet à bras-le-corps, on l'aurait fait depuis déjà des années. Et donc là, qu'on en soit encore à dire qu'on va transformer des EHPAD en prison, ça m'a paru absolument délirant. Bon. Voilà. Et mon coup de cœur, c'est sur la réforme des tickets restaurants. Alors c'est un truc un peu spécifique qui vient d'être annoncé par le gouvernement. L'idée, c'est de permettre l'utilisation des tickets restaurants dans un plus grand nombre d'enseignes, donc pas uniquement dans les restaurants, et également donc dans les grandes surfaces, mais de manière générale, c'est aussi d'essayer de démanteler un système qui finalement est un système un peu corporatiste, qui permet de créer des mannes totalement artificielles à des opérateurs qui en fait vivent sur un système depuis des années. Je ne citerai pas les noms, mais on les connaît. On les connaît. Et donc en fait je pense que ce système est absolument anachronique et c'est bien que le gouvernement se dise qu'il faut un peu changer ça. En sortir. D'accord. Merci beaucoup. Guillaume ? Alors moi, quelque chose sur moi, je les supprimerai. Les tickets restaurants. Demain, les tickets restaurants. Les supprimer et rendons l'argent aux salariés. Et ces espèces de faux cadeaux d'usines à gaz étatiques, c'est vraiment le ticket restaurant, c'est l'un des symboles du mal français. Malheureusement, c'est pas le seul. Moi, mon coup de gueule, il serait contre mon coup de griffe, parce que. Coup de griffe d'abord. Il serait contre Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon est devenu théologien. Ah oui. Il nous a expliqué longuement que le voile islamique c'était très bien parce qu'on obéissait à Dieu, alors que le voile catholique c'était l'obéissance aux hommes. Alors je ne sais pas très bien où il a trouvé ça, parce que à ma connaissance le voile catholique c'est plutôt chez les religieuses, et or le propre des ordres religieux c'est d'être dirigé par une personne qui est une religieuse quand c'est des religieuses, ou un homme quand ce sont des moines. Bref, tout ça est évidemment grotesque sur la forme, mais sur le fond c'est un degré supplémentaire dans la soumission à l'électorat musulman. C'est-à-dire et on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon ne s'arrêtera pas. Il y a d'abord eu cet antisionisme obsessionnel avec l'instrumentalisation par la France insoumise du conflit à Gaza. Maintenant, on arrive sur un registre religieux, venant d'un homme dont on dit qu'il a été très proche de la franc-maçonnerie. Je pense vraiment qu'il y a des grandes figures de gauche qui doivent se retourner dans leur tombe. Et puis, mon coup de cœur, il est pour la Cour suprême américaine. Alors, là, vous allez à contre-courant, là. Oui, absolument. Qui a interdit aux tribunaux, en gros, de s'opposer à la politique de Trump. Alors, tout ça est très compliqué, parce que le système juridique américain, c'est pas simple. Mais globalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens politique de ça. C'est-à-dire qu'il y a la Cour suprême qui dit, ce n'est pas au juge de s'opposer à une politique voulue par un homme qui a été élu démocratiquement. J'aimerais que le Conseil constitutionnel français fasse la même chose. Le seul problème, c'est que le Conseil constitutionnel français, lui, il est culturellement de gauche, on va dire. On l'a encore vu avec la censure de la loi Attal sur la délinquance des mineurs. Et donc, en France, ça n'arrivera pas. Et ça devient un vrai problème démocratique que ce gouvernement des juges. Tout à fait. Alors Arnaud, on va commencer par le coup de cœur, peut-être à ce moment-là. Le coup de cœur, on revient au sujet du début, pour Boualem Sansal, dont il faut saluer le courage par rapport à ces juges, notamment dans les deux instances. On peut peut-être rappeler qu'il c'est un monsieur qui a 80 ans, il est malade, il a un cancer. Surtout, il est conforme à ce qu'il est, c'est-à-dire à ce qu'il défend et ce qu'il veut promouvoir, c'est-à-dire une capacité de résistance par rapport finalement à l'arbitraire et par rapport au mensonge. Face à ces juges
le procès a duré 10 minutes. Hein. C'est-à-dire que c'est, je l'ai déjà dit, plus rapide que les procès staliniens et les procès soviétiques de la grande époque, où on est allé lui reprocher, par exemple, le contenu de ses ouvrages, le contenu trop politique de ses ouvrages. Boualem Sansal a récusé tous les chefs d'accusation, parce qu'on voit bien ce qu'il y a derrière la logique du régime algérien, c'est finalement de faire en sorte qu'il fasse quasiment repentance, ou qu'il passe aux aveux, comme s'il avait finalement été coupable, et il ne l'est pas du tout, bien évidemment, si ce n'est de sa seule liberté d'expression. Donc cette capacité à résister, à rester debout, pour un homme qui est aujourd'hui un homme seul dans sa prison, je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est une grande leçon que nous donne Boualem Sansal aujourd'hui, une grande leçon de courage et que l'on doit entendre de ce côté-ci de la Méditerranée aussi. Et j'en viens en fait à mon coup de griffe qui rejoint un peu d'ailleurs celui de Guillaume Rouquette. C'est finalement ceux qui depuis 7 mois refusent de le soutenir sont aux abonnés absents, ceux qui ne votent pas les propositions de résolution au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, vous les aurez reconnus. C'est principalement les parlementaires de la France insoumise qui ont voté même contre une proposition de résolution demandant la libération immédiate et sans condition de Boualem Sansal. Ils l'ont fait à la fois pour des raisons idéologiques, mais comme souvent l'idéologie rejoint le clientélisme en la matière, donc ces deux raisons expliquent leur position. Je pensais que, quand même, sur un sujet qui est un sujet qui devrait transcender les clivages, qu'on arriverait à transcender les clivages, on n'y est pas arrivé. C'est un grand échec aussi pour le comité de soutien, en l'occurrence. Manon Aubry, ce matin, a daigné dire qu'elle souhaitait la libération de Boualem Sansal. C'était un peu une première. Alors, il faut peut-être expliquer le contexte aussi de la décision qui a été prise contre Boualem Sansal. C'est arrivé peu de temps après la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par le président de la République française et des cris que Boualem Sansal a eu et de propos qu'il a eu à propos justement du sud-ouest algérien, dont il estime que ces territoires devaient revenir à l'indépendance au Maroc, qu'ils étaient marocains, et que la France finalement avait laissé à l'Algérie pour acheter la paix et son silence à l'occasion de l'indépendance en 1962. Alors moi j'avais interviewé Boualem Sansal il y a 4-5 ans en lui disant mais comment que ça se fait que vous continuiez à faire les allers-retours entre Paris et l'Algérie. J'ai dit, mais vous prenez un risque dingue, parce qu'il avait déjà écrit beaucoup de choses, il avait déjà critiqué énormément l'islamisme, le pouvoir du FLN et le pouvoir en Algérie, alors qu'il faut le savoir, il a été numéro 2 du ministère de l'Industrie. Directeur général de l'Industrie. En Algérie. Et il disait que non, on lui reprochait rien. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il est pris en otage par ce pouvoir et que les Algériens connaissent assez peu, finalement, son existence et son sort. Kamel Daoud est beaucoup plus connu que lui là-bas, parce que Kamel Daoud écrivait dans un journal algérien, l'Écho d'Oran, et il avait une chronique quotidienne, hebdomadaire, je crois. Et il était plus connu que Boualem Sansal, dont les livres se vendent très bien et sont très populaires en France et ailleurs, mais pas tellement en Algérie, finalement, parce qu'en fait, il était laissé... La réalité, alors Kamel Daoud aussi, il faut le rappeler, est poursuivi par le régime algérien, puisqu'il est aujourd'hui l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés contre lui. Donc il fait partie, j'allais dire, de ces intellectuels aujourd'hui algériens critiques par rapport au régime, qui sont l'objet, bien évidemment, de tout le courroux du pouvoir algérien. Quant à Boualem Sansal, c'est vrai qu'il était assez peu connu en Algérie, vous avez raison de le dire. Mais malheureusement, depuis 7 mois, il est l'objet d'une campagne et d'un lynchage médiatique de la part des organes de presse qui sont tous soumis aux ordres, qui est quand même considérable. Si on veut se tenir informé du comité de soutien et tout, sur Internet, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sur le compte X du comité de soutien, il y a toutes les informations. Tout est consigné sur le compte X du comité de soutien. Oui, Guillaume. Brièvement, on parlait
des lacunes de la politique étrangère d'Emmanuel Macron, le silence français face à ce qui se passe pour Boualem Sansal, maintenant pour ce journaliste, est quand même assez assourdissant. Alors on nous dit, c'est comme ça que c'est le plus efficace. Espérons-le, on le saura dans quelques jours pour savoir s'il y a une grâce. Mais s'il n'y a pas grâce, alors il y aura vraiment un problème majeur. Et d'autant que Emmanuel Macron, pas plus tard que ce week-end, a rappelé par exemple qu'il avait appelé le président iranien pour lui demander à juste titre la libération des deux otages français qui sont retenus là-bas. Non, juste un petit point, un petit complément. Oui, le silence, ça a été un choix qui a été fait par finalement la France depuis l'arrestation de Boualem. La réalité, c'est que, qu'est-ce que voulait le pouvoir algérien? Il voulait faire taire Boualem Sansal et faire de Boualem Sansal un exemple, en espérant que justement, il n'y aurait pas de soutien en France pour Boualem Sansal. Et de ce point de vue-là, le soutien à Boualem Sansal est absolument essentiel, non seulement pour défendre l'idée de démocratie en Algérie, mais aussi pour le défendre lui. Merci, et on pense beaucoup à Boualem Sansal. Merci, et on espère que demain, ou samedi, puisque c'est le 5, samedi, eh bien pour lui, l'avenir va changer. Merci à vous quatre, merci beaucoup, merci à vous tous, et très bonne soirée, et on se retrouve lundi prochain, à la même heure, pour de nouvelles aventures politiques. Bonne soirée, et dormez bien.